Oui, merci Greg, merci de m'avoir invité. Et je m'excuse tout de suite parce que, en fait, comme je savais que j'étais le sociologue de service, je suis pas resté sur le titre initial, mais j'ai essayé de vous montrer un petit peu une sorte d'éventail de ce que j'ai pu faire sur ces questions de savoir scientifique et savoirs médicaux depuis en fait ma thèse. Donc, je m'en excuse. Du coup, ça va être un petit peu dense. Et ça ne va pas être tout de suite directement sur les savoirs profanes, entre guillemets, en tous les cas, les savoirs sur la peau, les maladies de peau, telles qu'elles peuvent être observées auprès des associations de malades. Ça, c'est le premier bémol. Le deuxième bémol, et je m'en excuse aussi, c'est que, alors même que je ne travaille que par entretien semi-directif, eh bien, je n'ai même pas mis une seule fois un extrait d'entretien verbatim. Et je ne sais même pas comment c'est possible, mais ça doit être dû à ce premier biais où j'ai voulu vous faire un éventail. Et donc, je ne suis pas resté centré sur une étude de cas, alors même que c'est ce que je fais à longueur de journée depuis 30 ans, hein, pour suivre Howard Becker, hein, La bonne focale, c'est comme ça que ça a été traduit, hein, son livre de 2016, sur le cas particulier. Donc, je ne fais que ça. Mais là, vous allez sans doute avoir une impression de survol. Et bon, je suis désolé, c'est vraiment cette histoire de panorama qui m'a un peu obsédé. Je me suis dit, je ne vois pas comment ils vont passer justement du 17e siècle ou du 13e siècle à moi facilement. Alors bon, l'intérêt que vous pouvez y voir, comme l'a évoqué Greg, c'est que je travaille que sur du vivant, donc la plupart de mes enquêtés sont encore vivants. Alors je perds progressivement certains de mes enquêtés, parfois brutalement, puisque ça peut arriver. Mais grosso modo, en tous les cas, j'ai des archives ouvertes et des archives vivantes, ce qui change pas mal de choses quand même et qui va aussi expliquer pourquoi, même si je vais vous dire des éléments, il y a des choses que je vais vous dire qui c'est enregistré. Donc du coup, je vais un peu euphémiser certaines vignettes de terrain parce que les personnes, ben, je travaille avec elles encore, tout simplement. Et j'espère encore pour longtemps. Alors vraiment pour aller dans le sens de Greg et pour reprendre un peu, pour faire un peu le malin et reprendre la leçon inaugurale de Paul Venn au Collège de France, on est vraiment tous les deux, je pense, vraiment sur une logique interdisciplinaire depuis tout le temps d'ailleurs. C'est comme ça que je me suis intéressé au travail de Greg il y a très longtemps maintenant. Et c'est aussi pour ça que j'ai le plaisir de l'avoir à mes côtés auprès de la revue sur la peau, puisqu'il fait partie du comité scientifique. Alors, puisqu'il faut un plan, je vous présente. Donc, je vais partir de ce que je sais le moins mal faire, c'est-à-dire l'anthropologie, une socio-anthropologie du corps. Et depuis 15 ans, effectivement, je me suis spécialisé sur la peau, et notamment auprès des maladies de peau et des malades de la peau, et des malades qu'on appelle rares, mais pas que. Hein, maintenant, je diversifie, puisque je travaillais sur une maladie rare qui s'appelle le pemphigus pemphigoïde, et maintenant, je travaille sur le vitiligo, par exemple, ou sur l'eczéma. Donc, ils sont beaucoup moins rares et qui vous concernent davantage. Donc, il y aura bien, et ça ne vous étonnera pas, les questions de pouvoir du corps, de pouvoir sur le corps. Et dans la première partie, donc, je vais vous rappeler un petit peu les différents corps que j'ai pu rencontrer, sachant qu'on ne rencontre jamais un corps, bien sûr, mais des situations corporelles et des personnes qui vivent ces situations corporelles. Loin de moi l'idée d'objectiver le corps, hein, de chosifier plus qu'il ne l'est par la biomédecine le corps. Hein. C'est vraiment pas. C'est l'étiquette que je revendique, mais c'est une mauvaise étiquette, entre guillemets. C'est une étiquette par défaut. Sociologue du corps, c'est une très mauvaise appellation, mais c'est l'appellation, c'est comme ça qu'on a défendu, entre guillemets, la spécialité, notamment avec David Le Breton, par exemple, que vous connaissez sans doute au moins de nom. Donc, deuxième point, ça sera vraiment plus sur les questions, sur mes enquêtes actuelles. Euh, donc, et là aussi, ben, je reprécise ce bémol. Comme je travaille encore avec ces personnes-là, ben, voilà, je vais vous donner des informations, mais bon, j'essaierai de noyer le poisson quand même. Donc, ce qui fait que vous allez perdre beaucoup de l'intérêt qu'il y avait par rapport aux communications précédentes, qui étaient très pointues sur les archives, très pointues sur les traces. Et moi, ça va être un peu le contraire. Je vais jouer un petit peu l'équilibriste. Alors, euh, parmi d'autres, je développe ce qu'on peut appeler une sociologie de l'expérience. Et pour faire un peu des boutades, vous verrez que j'aime bien jouer avec les mots. Euh, la sociologie du corps, c'est justement construite euh, par rapport,
pas forcément contre, parce que moi, en tous les cas, je ne défends pas une sociologie radicale, mais aussi par rapport à des usages sur les humains, et notamment les expérimentations biomédicales, dans toute leur splendeur. David Le Breton a très bien montré ça, hein, et je vais vous le rappeler très rapidement sur la rupture symbolique, hein, au XVIe siècle, justement, du corps qui devient progressivement un objet de science, et notamment par l'anatomie. Alors, je n'aborde pas la question des savoir-faire et des savoir-être sous cet angle-là. Je me suis rendu compte, justement, avec le titre que vous avez proposé à ce séminaire. Bien sûr, je travaille sur des savoir-être et des savoir-faire, mais je ne l'aborde pas sous ces formes, sous ces notions. Alors, sans doute vous l'ai mis entre parenthèses, sans doute pour des soucis d'idéologie qui sont véhiculés, notamment par certains courants et certaines marges, par certains groupes marginaux ou marginalisés qui, défendant leur position par rapport à un ordre dominant, l'ordre biomédical, eh bien, parfois, justement, sont dans une logique d'autonomie qui n'est bien sûr n'existe pas, ou d'empowerment qui, bien sûr, n'est pas aussi simple que ce que l'empowerment veut nous laisser croire. Donc, je travaille sur des expériences. J'ai souvent, je sociologue des expériences ou des expressions. Je mélange les deux, en fait, hein. Expérience de soi, expression de soi. Et une maladie, ben, ça participe de ça. Une maladie de la peau, il y a beaucoup de maladies de la peau qui ont comment, des ressorts ou des vecteurs, hein, des causes qui ne sont pas forcément clarifiées, y compris par la biomédecine. Je pense aux maladies auto-immunes, justement, sur lesquelles j'ai travaillé, ou aux maladies psychosomatiques qui sont très courantes, notamment avec l'organe peau. Alors pour pas aller trop loin dans les jeux de mots, puisqu'on peut aller loin hein, sur objet, sujet, jusqu'à objection, suggestion. Donc je ne vais pas vous embêter avec ça, mais c'est vraiment quand même des choses qui m'intéressent. J'aime bien utiliser des leviers théoriques qui ne sont pas issus des sciences humaines et sociales. Et Stephen Jay Gould, même si par ailleurs il y a plein de choses qui m'énervent chez lui, est intéressant parce qu'il rappelle justement l'intérêt des sciences humaines et sociales, c'est que nous sommes des animaux qui comptent des histoires. Or, l'historien, c'est un spécialiste des récits hein, sur l'être humain, et le sociologue aussi, hein, quand il est sociologue comme moi, des expériences. Alors, on peut le dire d'une autre manière, hein, plus ou moins brutale, hein, nous ne sommes pas des neutrinos, nous sommes autre chose, hein, nous sommes capables de créer des mythes et de vivre avec des mythes. Et pour reprendre des historiens célèbres, est-ce que les Romains croyaient vraiment à leurs mythes? Eh bien, c'est un peu ça qui m'anime, moi, au niveau de mes contemporains. Est-ce qu'on croit vraiment aux mythes qu'on élabore? Alors, les relations entre le grand E, l'enquêteur et les enquêtés, hein, c'est aussi un souci qui est tout à fait important pour moi. Alors, pour avancer dans cette argumentaire, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est David Le Breton qui l'a présenté comme ça. Il a été critiqué, il est critiquable à plein de niveaux d'ailleurs. Et donc, il a proposé Vézal comme étant éventuellement la rupture réelle et symbolique du rapport au corps. D'autres auteurs présentent d'autres anatomistes un peu avant ou un peu après. Je ne ferai pas mon historien pointu de ce point de vue-là. Il y a des débats, ils sont en cours. Je ne défends pas forcément cette thèse de Humani Corporis Fabrica, mais elle est quand même assez euh, argumentée. En tous les cas, donc, il y a une diffusion des connaissances de ces traités d'anatomie, et il faut bien le dire aussi grâce au fait que les illustrations étaient faites, en l'occurrence pour Vézal, par un élève de Titien, donc vraiment des dessins qui étaient particulièrement suggestifs, hein. Alors, concernant la peau, il y a eu plein de contrefaçons aussi sur ces illustrations, illustrateurs, hein. Je vous ai mis un exemple là, d'une entre guillemets contrefaçon euh, qui a circulé sur justement ces connaissances anatomiques qui commençaient à s'affiner par les dissections. Je vous rappelle que les dissections étaient réalisées sur des personnes dégradées, hein, des condamnés à mort, des voleurs, pourquoi pas des opposants politiques, hein. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais bien sûr, hein, ce n'était pas n'importe qui était disséqué. Euh, voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, je m'intéresse de plus en plus à la peau et je m'intéresse beaucoup à la question de l'écorchement et je me suis rendu compte que
en fait, la question de la peau est très, très transgressive. Alors, je vous ai donné quelques références. J'ai pas réussi, par exemple, dans la revue sur la peau, pour l'instant, à avoir quelque chose un texte qui passe l'expertise en double aveugle sur les scalps. J'en suis désolé, mais c'est la réalité pour l'instant, même si c'est un sujet qui m'intéresse énormément par ailleurs. Donc, il y a des historiens qui l'ont déjà beaucoup travaillé. Récemment, il y a un ouvrage des presses universitaires de Rennes qui montre comment, dans la colonisation, ces trophées, ces têtes et ces mains coupées ont participé justement au pouvoir sur les vaincus et à la logique de terreur, à l'installation d'une terreur dans les colonies euh, belges, françaises, et britanniques, etc. Alors, donc, les savoirs et les expériences sur le corps, sur la santé en général, sont toujours concurrentiels. Traditionnellement, on considère qu'il y a des espaces-temps qui sont plus propices, j'allais dire, à des contraintes, à des violences corporelles importantes. La guerre et le sport, traditionnellement. Quand on évoquait tout à l'heure les gladiateurs, un Galien, médecin des gladiateurs, j'y pensais, bien sûr, forcément, puisque les gladiateurs pouvaient être très valorisés, mais ils étaient aussi la situation serait. Il y a des ouvrages entiers là-dessus, mais les gladiateurs étaient très différents les uns des autres, quoi. Donc, certains pouvaient être très valorisés, mais au final, leur sort n'était quand même pas aussi valorisable, aussi valorisant que ça. Alors, la question à laquelle moi, en tant que sociologue, je suis confronté actuellement, puisque je travaille sur des vivants, c'est le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et Brunner vient d'écrire quelque chose dans le Télérama cette semaine qui est tout à fait intéressant et qui va vous montrer, vous, historien, aux difficultés auxquelles je suis confronté et au manque de rigueur, je le dis tout de go, euh, que, je, que je manifeste par rapport à ces forums sur Internet, les pages Facebook, ces comptes Instagram, etc., qu'on essaye d'analyser, les comptes des influenceurs ou des influenceuses qui constituent de plus en plus mes corpus de données. Le problème est que avec les nouvelles technologies, il y a ce que Brunner appelle l'horizontalisation des propos. Alors, pour le dire rapidement, hein, c'est qu'un prix Nobel n'a pas plus de poids sur les réseaux sociaux que n'importe quelle théorie crétine, complotiste ou pas, hein, qui peut être diffusée. Donc ça, c'est un problème parce qu'on a un problème, nous, de surinformation on a trop de données, entre guillemets. Autant les historiens, plus ils remontent dans le temps, souvent ils sont limités par les données, eh bien nous, on a beaucoup trop de données et la question du tri des données est tout à fait compliquée puisque les données sur Internet sont justement déjà triées par des algorithmes et qui sont détenus par des grosses, les GAFA, hein, qui justement peuvent tout à fait limiter telle ou telle information sur les réseaux sociaux. Alors, j'en veux pour preuve que quand j'ai travaillé sur les pemphigus pemphigoïdes, cette maladie de peau qui se manifeste sur la peau se manifeste aussi sur les muqueuses et les photos que les patients et les malades diffusent sur les pages Facebook, par exemple, puisqu'il y a beaucoup de groupes Facebook pour cette maladie, eh bien, sont toujours sur la peau et très rarement sur les muqueuses. Tout simplement parce que dans les muqueuses, il y a les muqueuses génitales qui sont atteintes et que les photos des muqueuses génitales ne passent pas, par exemple, sur Facebook. Vous voyez ce genre de difficultés. Donc, il y a des biais terribles, en fait, dans nos corpus de données quand on utilise les nouvelles technologies. Deuxième point, là, vous êtes à l'aise avec ça, les historiens. Si je reprends un ouvrage qui vient de sortir aux presses universitaires de Rennes hein, sur les archives des gens simples, vous le savez pertinemment qu'on a beaucoup plus de traces des vainqueurs que des vaincus. Donc, c'est dans cette logique-là que je me suis amusé depuis 30 ans maintenant à analyser des alternatifs, des parallèles, des soumis et des dominés, des invisibles le plus souvent. Alors, ce qu'il faut comprendre, de la même manière qu'on sait que la culturation n'est pas un phénomène unidimensionnel, unidirectionnel, hein, que ça va dans les deux sens, qu'il y a une mutualisation, on pourrait dire, de l'influence. Eh bien, de la même manière, la logique bourdieusienne, hein, puisque il faut dire aussi les choses comme elles sont, l'influence de la théorie bourdieusienne sur la sociologie, notamment francophone, fait que souvent on pense en termes de dominant et de dominé. Je m'en excuse par
tout de suite, puisque ce n'est pas du tout une sociologie que je défends, même si je l'utilise en partie. Mais penser en termes de dominant et dominé, c'est tellement réducteur. En fait, il faut vraiment voir comment il y a une porosité entre dominant et dominé, et qu'il n'y a jamais que des dominés et jamais que des dominants. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, j'essaierai de vous donner quelques illustrations. Je vous peut-être vous en donne une dès maintenant. Sur les pemphigus pemphigoïdes, donc je vais représenter très rapidement tout à l'heure, eh bien, donc en France, on a les 2 ou 3 plus grands spécialistes au monde de cette maladie rare, qui concerne entre 30 et 50 personnes en France par an, qui est une maladie très rare, qui a d'ailleurs plein de formes. Il y a une dizaine de formes au moins de cette maladie. Il y a 50 ans, on en mourait à 95 fois sur 100. Maintenant, on n'en meurt que 5 fois sur 100, grâce aux corticothérapies notamment. Eh bien, j'ai pu assister à des choses tout à fait intéressantes, c'est-à-dire en termes de pouvoir. C'est-à-dire que ces médecins spécialistes et dermatologues, très connus internationalement, avec un impact factor incroyable, eh bien, peuvent effectivement mettre en œuvre des logiques mandarinales, notamment par rapport à une enquête de sciences humaines et sociales et de sociologues en particulier. Donc, j'ai eu à souffrir de ce mandarinat. On m'a empêché de faire une enquête telle que je le voulais, en faisant des entretiens tels que je le voulais, etc., etc. Et donc, on a résisté. Et puis, ça s'est soldé par le fait qu'on a failli, on a été quasiment sommé de payer, puisqu'on avait utilisé des données, selon eux, qui n'étaient pas nos données, mais leurs données. Vous voyez, on a bien subi le mandarinat. Mais d'un autre côté, ces personnes-là, avec qui j'étais en contact, avec qui j'ai sympathisé d'ailleurs parfois souvent, eh bien, pouvaient donner de leur temps bénévole auprès des associations de malades. Je vous ai donné cet exemple-là, le week-end par exemple, hein. J'ai assisté à des journées entières où ces grands pontes médicaux passaient gratuitement du temps un samedi matin à faire une formation très pointue sur à la fois les nouvelles connaissances scientifiques et à la fois les nouvelles connaissances thérapeutiques avec, je vous donne cet exemple-là, un cours de statistique appliqué au pemphigus pendant 1 heure et demie, et où les patients, les personnes de l'association, ben, ont assisté, ont pris des notes et ont questionné, ont pu poser des questions, y compris des questions très pointues sur les protocoles utilisés par ces chercheurs de très haut vol. Donc on voit bien qu'il y a chez les dominés, entre guillemets, les associations de malades, eh bien une prise de position tout à fait importante, et je pourrais y revenir tout à l'heure. Donc, je l'ai évoqué déjà un peu, donc je ne vais pas insister sur les questions des biais des nouvelles technologies, avec des censures possibles, des nettoyeurs, hein, il y a des nettoyeurs hein, sur Internet, il y a des gens qui passent leur vie, qui sont payés pour ça, hein, pour nettoyer les données sur Internet. Du coup, à moins d'aller sur le dark web, et à moins d'avoir fait informatique première langue, bah, vous êtes en difficulté pour avoir des informations qui ne sont pas accessibles au commun des mortels. Ce que je voulais vous pointer aussi, au deuxième colonne à droite, c'est la question des personnes directement concernées, puisque c'est comme ça dont on parle des malades. Hein, c'est du politiquement correct hein, pour parler des malades, les personnes directement concernées. Eh bien, on peut tout à fait observer une ambivalence entre martyrisation et héroïsation. Hein, et donc, leur discours, leur savoir aussi, hein, leur expérience, telle qu'on peut les enregistrer, nous, par entretien, en direct ou à distance. Hein, pour la petite ironie de l'histoire, la courte histoire contemporaine, je fais des entretiens à distance par téléphone depuis 1991, donc ce n'est pas une nouveauté. La plupart de mes données, en fait, sont des données que je recueille à distance. Et autant il y a 30 ans, ça m'a valu de ne pas pouvoir m'inscrire en thèse à l'université de Nantes, mais d'être accepté dans une autre université bien plus prestigieuse, entre parenthèses, je ferme la parenthèse personnelle et revancharde, eh bien, autant maintenant, vous voyez qu'on se rend compte qu'on est capable de travailler à distance et d'avoir des confidences, de collecter des confidences, y compris de collecter et d'enregistrer des données scientifiques les plus pointues, y compris pour un sociologue qui connaît rien, par exemple, à l'époque du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, il y a toujours cette ambivalence qu'il faut qu'on repère en fait très fortement. Alors, c'est d'autant plus intéressant cette question d'ambivalence. Si je rebondis sur l'expression tout à l'heure de Grégory, en fait, la question de la vulnérabilité n'est pas un concept sociologique, c'est un concept opérationnel politique utilisé par des institutions politiques
Et c'est vrai qu'il y a eu des ouvrages, des ANR complètes sur les vulnérabilités, tout simplement parce qu'on rajoutait vulnérabilité, même si la plupart des chercheurs en histoire et en sociologie ne revendiquent pas cette notion, ils le mettaient juste pour avoir l'argent, hein. Si je suis un peu cynique, il y a eu quand même des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros qui ont été distribués sur les questions de vulnérabilité. Et la plupart des rapports que j'ai pu lire rappelaient au tout début que les scientifiques ne validaient pas ce concept, mais qu'ils l'avaient quand même utilisé, au moins temporairement sur le terrain. Donc on peut voir qu'un corps qui souffre, ça a un impact symbolique. L'efficacité symbolique est un concept, bien sûr, en anthropologie tout à fait reconnu depuis Claude Lévi-Strauss au moins. C'est vraiment ça qui m'intéresse, moi, dans mes objets d'étude sur les associations de malades. C'est comment ils se mettent en scène, pour reprendre ce qui a été évoqué par mon collègue tout à l'heure. Il y a une vraie mise en scène, en fait, hein, des associations de malades. Elles ne font vraiment pas n'importe quoi. Elles sont très stratèges, et je pourrais y revenir, si vous voulez, dans les questions, avec vraiment une division du travail, même dans une toute petite association. Il peut y avoir un lobbyiste au niveau européen, un traducteur. Vraiment, ils sont devenus en 15 ans, hein, la Fondation des maladies rares existe depuis 15 ans à peu près, et j'ai pu suivre une association qui concernait 3 personnes, enfin qui rassemblait 3 personnes en 2005, et qui maintenant euh, a une force de frappe en termes de lobby européen tout à fait important, alors qu'ils sont toujours que 3 ou 4, mais ils se sont divisés le travail, ils ont acquis des compétences de lobbyistes, puisqu'ils savent maintenant que pour avoir des financements, la moindre association de maladies rares actuellement sait que pour avoir un financement, il faut taper au niveau européen minimum. Sinon, c'est même pas la peine. Vous allez avoir des clopinettes, vous allez avoir 40 000 euros. Mais si vous voulez avoir 4 millions d'euros, il faut taper au niveau européen. Donc, je me pose toujours la question entre ces leaders-là d'associations qui peuvent être parfaitement charismatiques. Donc, ça emprunte des modèles identificatoires performatifs, hein, pour jargonner un petit peu, qu'on connaît bien dans l'histoire, hein, si je balaye très large entre les saints, les martyrs, etc., etc. Mais bon, vous avez compris que ce qui m'intéresse davantage, c'est plutôt comment les personnes lambda, les membres d'associations, les malades qui n'ont pas forcément une exposition médiatique, internétique, eh bien, s'arrangent de cette maladie. C'est pour ça que je fais des entretiens avec eux, notamment. Puisque une partie n'utilise pas du tout les nouvelles technologies, par exemple, hein, pour plein de raisons. Parfois volontairement et parfois par incompétence informatique. Alors, premier point, les pouvoirs qui sont liés au corps. Je vais aller très vite, mais la notion même de corps, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un piège en fait, puisque là on le sait, et là encore sans être cynique, la crise sanitaire rappelle juste que nous sommes des porteurs de virus, de champignons et de bactéries, et que nous sommes même, chacun d'entre nous, on dispose dans nos intestins de 2 fois plus de bactéries, de champignons et de virus que de cellules qui constituent notre propre corps. Donc ça, n'importe quel spécialiste en virus, en virologie le sait, ou en champignons. Et là, pendant très longtemps, en fait, les conceptions du corps qui essayaient de rappeler que notre corps était autre chose qu'un simple corps et qu'il ne pouvait pas être qu'un objet d'étude, mais qu'il était en lien direct avec son écosystème, eh bien c'est vrai que bon, quand c'était Jean-Éric qui en parlait, bon, on pouvait le penser. Quand c'est Lahire, on l'écoute un peu. On l'écoute d'autant plus que depuis Enders notamment, hein, qui a fait fortune avec sa petite thèse de gastro-entérologie, hein, qui a montré la vie de nos intestins et qui a été traduit en plein de langues avec le marketing forcené de sa sœur. Il faut aussi rappeler cette histoire de comment un ouvrage peut devenir un best-seller. En l'occurrence, là, c'est parce que sa sœur faisait à Enders des études de marketing et donc elle a très bien vendu ce produit. C'est vrai que ce n'est pas forcément ragoûtant de travailler sur le pipi caca. Donc, présenter différemment, forcément, ça peut être intéressant. C'est surtout intéressant d'un point de vue de la recherche fondamentale, j'allais dire. Le corps, c'est une illusion, en fait, de penser un individu comme étant l'atome d'étude du sociologue, même que je suis. C'est bien sûr le lien social qu'on privilégie, le lien, les relations d'un individu avec son entourage, plus ou moins proche. Donc, ça nous rappelle juste ça, cette crise sanitaire. Alors, je pense que je vais aller vite parce que je vois que le temps défile.
Donc j'ai travaillé, il y a une trentaine d'années sur les méthodes de relaxation, mais je vais passer très vite, juste pour vous dire qu'à l'époque, travailler sur les méthodes de relaxation, non seulement ça dégradait, le sociologue en puissance que j'étais, hein, personne ne prenait ça au sérieux. Personne ne prenait ça au sérieux parce qu'à l'époque, on parlait de médecine douce, alternative, et que des pratiques qui étaient, mmh, très, discréditées à l'époque, je pense au yoga ou à la sophrologie, ont depuis gagné leurs galons, sociaux en tous les cas, et même leurs galons scientifiques, puisqu'il y a des enq des recherches qui montrent l'intérêt de la méditation, et cetera, sous telle ou telle forme. Donc, je vais passer vite puisque sinon j'aurais pas trop le temps, mais voilà, j'ai eu le bonheur de travailler sur, ces médecines alternatives, les méthodes de relaxation, m mais à l'époque, le discours était très, anti-biomédecine, hein, dans la poursuite de Ivan Illich, la némésis médicale, de 76. Donc, dans les années 80, on était encore sur cette tendance très critique. Donc, je vais passer vite, sinon je n'aurai pas le temps de passer là-dessus. Donc, l'intérêt juste des méthodes de relaxation, c'est qu'à l'époque, elles valorisaient l'immobilité. Et on voit bien qu'en 30 ans, maintenant, les médecines douces, entre guillemets, sont de plus en plus actives. La preuve, il y a du yoga maintenant et des records du monde de yoga. Donc, une sorte de sportivisation de plein de pratiques, y compris des pratiques qui étaient complètement alternatives il y a 30 ans. Donc, c'est de plus en plus ciblé, c'est très souvent genré, la manière de présenter les méthodes de relaxation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est aussi beaucoup ça que j'ai travaillé pendant longtemps. Alors, j'ai observé d'autres corps. J'ai travaillé longtemps sur le hooliganisme, notamment avec mes collègues. J'ai travaillé aussi, je travaille toujours sur les questions de mort réelle et symbolique. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et plus récemment, j'ai travaillé avec un collègue, les morts des videurs, par exemple. Donc là encore, d'autres populations dont la mort pouvait passer complètement inaperçue. En l'occurrence ici, quand ce videur a été tué, mon étudiant de l'époque, Jonathan, m'a demandé la permission pendant une semaine de sortir de son rôle de sociologue pour répondre aux médias et pour défendre en fait la cause de ses collègues, videurs et portiers de boîtes de nuit. Donc, ce que je lui ai bien sûr autorisé, ce qui a donné la possibilité à un étudiant de sociologie avancé d'être un peu le porte-parole national d'une profession tout à fait discréditée. Donc, les blessures sportives sont plus ou moins visibles, plus ou moins visibilisées. Mais je vais plutôt insister donc dans ce deuxième point, puisque je pense que c'est ça qui intéressait Greg notamment, la question des malades de la peau. Donc j'ai travaillé sur le VIH il y a une dizaine d'années et depuis 5 ans, je travaille sur donc les différentes formes de pemphigus. Donc vous voyez, c'est des formes donc des potentielles stigmatisations, hein, puisque évidemment, si vous avez ce type de manifestation cutanée, les interactions sociales peuvent largement être perturbées. Alors, les 2 points, que j'aimerais, souligner avec vous, puisque j'ai cours dans une demi heure, donc il ne faut pas que je perde trop de temps, pour pouvoir basculer sur mes cours, à Rennes 2. La question des minorités actives est largement connue en psychologie, psychosociologie et sociologie. Donc je vais vous donner quelques exemples, de ce que j'ai pu observer, en termes d'activation de ces minorités. Alors, sans doute que la forme la plus connue, c'est la construction collective d'une fierté, hein. Alors c'est bien sûr, ça a été mesuré largement, cet impact-là, avec le VIH, les personnes vivant avec, le sida ou le virus, hem, puisqu'ils étaient particulièrement, ils manifestaient, leur mécontentement et leur mobilisation d'une manière, dans la rue, avec des sittings, des dying, et cetera. Et donc, entre ACT UP, et le SIDAction, il y avait une visibilité, sociale tout à fait intéressante de ces, populations, qui a pu leur permettre justement de construire, non pas la fierté d'être séropositif, mais en tous les cas de ne plus, autant raser les murs, ne plus autant, invisibiliser, y compris auprès de leurs proches, ce type d'infection.
Alors ça peut être, abordé en termes d'accompagnement par les pairs, hein, de self-help, d'expertise voire, hein, entre pairs. Donc, j'avais fait ce jeu de mots avec, ma collègue Ève Gardien il y a quelques années. Un pair qui devient un expert, hein, et est-ce qu'il est encore pair quand il devient un porte-parole? Est-ce qu'un malade, quand il est tellement visible et tellement reconnu, et dans les médias, est encore, un simple pair? Ou est-ce qu'il devient un expert? Et si en plus il en fait une profession, même si officiellement il ne touche pas de l'argent, hein, s'il a, des frais de route, et de frais de déplacement internationaux qui font qu'il a le train de vie d'un président, d'un chef d'État, alors même qu'il est bénévole, on peut se poser la question: «Est-ce qu'il est encore un simple malade?» Voilà, donc c'est ce que je peux observer, d'une manière très variée, entre l'association Pemphigus Pemphigoïdes France, APPF, ou le vitiligo ou l'eczéma. On voit par exemple des professionnalisations, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que vous voyez là, j'ai fait un copier-coller d'une, professionnelle de yoga qui, met ça comme argument de vente sur la page Facebook d'eczéma. Elle est membre de ce groupe, qui n'est pas aussi fermé que ça. Et elle indique, voilà, je la cite, alors c'est pas un entretien que j'ai fait avec elle, hein, c'est quelque chose qu'elle expose comme argument de vente. «En tant que rescapée de la dermatite atopique sévère, j'ai pour mission de redonner espoir et astuces à tous ceux qui souffrent de ce fléau». Vous voyez, elle est suivie par plus d'une 150 personnes. Je vous ai pas mis qui c'était, mais juste en dessous, il y avait bien sûr son mail et puis, son sa carte de visite, quoi, hein, prof de yoga, expérimenté, et cetera. Donc on voit bien comment en fait ces minorités, tout à fait tirer leur épingle du jeu, y compris professionnellement, hein, en ouvrant des parts de marché, en gagnant des parts de marché. Alors, 2e point, c'est une mobilisation, c'est vraiment des mises en scène de soi. Alors c'est vrai que je développe une sociologie, à la Goffman, hein, Erving Goffman, qui a travaillé beaucoup sur les personnes stigmatisées, notamment les malades mentaux. Mais ces ouvrages traduits en français au début des années 70, hein, La mise en scène de soi, tome 1 et tome 2, Relations en public, et cetera. C'est vraiment une grille de lecture que je veux pas que j'ai pas précisé ici, mais qui est fond d'écran dans toutes mes études. Et vous voyez bien, il y a une forme des partages de plus en plus, valorisées et valorisantes. Là, par exemple, l'association Vitiligo France, avec qui je travaille actuellement, eh bien, je sais qu'ils sont en pourparlers, c'est peut-être déjà fait. En tous les cas, à Noël, ils étaient en pourparlers pour recruter un photographe célèbre, justement par les photos de mode et notamment, d'une des mannequins, noires, qui est atteinte de vitiligo, qui a été, sous les feux de la rampe, ces 2 ou 3 dernières années. Donc il y a une femme et puis un homme qui sont particulièrement reconnus, notamment en Europe. Et donc ce photographe a été approché et l'association, de ce que j'en sais, était capable de débloquer plusieurs, milliers, voire dizaines de milliers d'euros, hein, pour s'attacher les services de ce photographe et donc pour «valoriser» entre guillemets, hein, ces personnes vivant avec des formes de vitiligo plus ou moins sévères. Se pose toujours la question des rapports entre nature au pluriel et culture au pluriel, hein, puisque l'argument, naturel est très souvent, mobilisé, par les associations de malades, pas par les médecins, hein, mais pas par les spécialistes, mais par les associations de malades, hein, comment résister à la biomédecine et sa chimie? Eh bien, très souvent, les associations de malades, utilisent l'argument de la nature, hein, des solutions naturelles pour, se défendre en fait face à leur maladie. Bien sûr avec des arguments qui ne sont pas, ceux de la la médecine des preuves, hein, et qui sont d'autres arguments, parfois complètement symboliques, sans aucune, confirmation scientifique, mais parfois avec des usages de bonne femme, pour reprendre l'expression de mon collègue tout à l'heure, hein, des usages en fait d'expériences, d'essais-erreurs entre telle ou telle crème, qu'elle soit biologique ou pas biologique d'ailleurs. Donc il y a toute une circulation, de bonnes recettes. Vous pourrez vous amuser à taper un eczéma ou vitiligo sur Facebook, vous allez voir qu'il y a un partage mais quotidien, hein, de dizaines et dizaines de posts, de forums où, les malades se mettent, comment on peut dire ça? Mettent leur intimité, en pâture, internétique pour, pour être aidés en fait par,
par le groupe. Et donc, ça fonctionne particulièrement bien. Je ne suis pas là, bien sûr, pour juger la réalité. D'ailleurs, les scientifiques ne sont pas là pour ça. Mais justement, on compare les solutions qui sont proposées. Et c'est là où, effectivement, je ne suis pas assez rigoureux dans mon analyse des nouvelles technologies et de mes captures d'écran. C'est-à-dire que je les archive, mais pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas réalisé des comparaisons de corpus, par exemple, entre janvier 2020 et janvier 2021 sur telle page Facebook. C'est ce qu'il faudrait que je fasse. J'avoue que j'ai plus le temps de le faire d'une manière aussi stricte. Donc, pour l'instant, j'utilise que des illustrations, mais c'est dommage parce qu'en fait, il faudrait faire ça pour vraiment être capable de mesurer leur changement de stratégie, par exemple. Parce qu'il y a des stratégies marketing, hein, véritablement, qui sont mises en œuvre par ces associations de malades. Alors, je l'ai évoqué au tout début, dans ces mises en scène particulières, euh, c'est ce qui est appelé maintenant les cybersocialités. Eh bien, il y a donc toute une utilisation tout à fait intéressante du distanciel. Alexandre Dubuis, qui a travaillé sur les grands brûlés, là, a tout à fait montré ça dans son travail de thèse et plus récemment. Et puis d'autres collègues là, qui indiquent justement comment les réseaux sociaux peuvent être des moyens pour les personnes concernées par des disgrâces corporelles, comme ça, hein, parfois des difformités. Hein. Les personnes grand brûlées peuvent avoir la moitié du visage, par exemple, complètement fondu, en fait, hein, tout simplement, donc reconstruit avec des dizaines d'opérations. Hein. Vous avez peut-être vu le documentaire de Croc sur France 2, La disgrâce, hein, qui montre très bien ça ces derniers mois là. Donc cette mise en scène de la vie quotidienne, hein, le jargon MESSVQ, hein, euh, eh bien, Alexandre Dubuis a montré comment en fait les personnes qui sont atteintes comme ça de marques corporelles utilisent les réseaux sociaux et les associations pour tester ce qu'elles peuvent montrer ou pas de leur cicatrice, par exemple. Et donc, on voit bien comment Instagram ou même des chaînes YouTube hein, qui sont créées par des influenceuses de mode, par exemple, qui peuvent être porteuses de telle ou telle maladie, eh bien, testent progressivement ce qu'elles peuvent montrer de leur disgrâce. Ça c'est tout à fait intéressant et ça permet, comme disent Grandjean et Denouel, de désynchroniser le fait de se présenter. euh, alors, je regarde si c'est un commentaire que vous mettez à moi pour que je me presse ou pas. OK, je conclus. Donc, je termine en concluant. Donc, euh, se pose la question de la médiatisation hein, de masse. Est-ce qu'ils y vont tous? Bien sûr que non, ils n'y vont pas tous. Qui y va? Alors, pour l'instant, je n'ai pas des réponses très précises là-dessus. Je peux vous donner quelques indications. Deux exemples euh, qui sont antinomiques d'ailleurs. Une présidente d'association qui n'utilise pas Facebook, n'utilise pas les réseaux sociaux, qui en est encore, même si elle a fait une carrière de prof d'université, elle est à la retraite maintenant, eh bien, reste sur sa logique de photocopie qu'elle distribue quand ils organisent des rencontres. Donc ça peut paraître comme ça archaïque, mais en fait c'est tout à fait efficace parce que les photocopies, c'est des photocopies d'articles scientifiques, de synthèses qui sont réalisées par les personnes de l'association, le bureau de l'association, la manière dont ils ont mis en œuvre, par exemple, un livret pour les malades en, avec la collaboration justement des spécialistes en dermatologie hein, pour pour déjargonner, on pourrait dire, le discours du dermatologue et permettre justement aux personnes lambda de s'approprier et de comprendre ce qui se dit. Donc une médiatisation qui n'est pas de masse. Et un autre exemple de président d'association qui, lui, a eu une carrière à l'international et qui parle très couramment l'anglo-américain et qui tout de suite a pensé son association française sur la logique fédérale, fédérative, de fédération internationale. Et qui, là, est au contraire dans une logique de surmédiatisation avec tout un volet, un peu comme on peut faire dans nos sociétés savantes, hein, où on se débat pour dégager 10 000 malheureux euros pour organiser une journée d'études ou un colloque. Eh bien, eux, ils sont capables d'organiser des colloques aux États-Unis avec des centaines et des centaines de participants, des dizaines d'intervenants, comme peuvent le faire les plus puissantes des sociétés savantes en sociologie ou en histoire au niveau international. Donc là, on a bien une médiatisation qui est parfois minimale et parfois maximale.
Et dernière chose, je terminerai là-dessus, c'est la question de l'artistisation, hein, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Didier Cros a fait quelque chose de très intéressant en tant que protocole, même si ce n'est pas un scientifique. Il a proposé aux personnes défigurées, par accident ou par de naissance, d'utiliser des photographes dans un studio prestigieux, qui est le studio Harcourt, où le maquillage n'était pas, le maquillage de camouflage n'était pas autorisé, mais le maquillage était autorisé comme le maquillage des stars, hein, tous les grands les grands acteurs de cinéma, Hollywood ou pas, hein, qui se font photographier. Une photo chez Harcourt, hein, c'est 2 à 3 000 euros, hein, minimum. Donc forcément, donc lui, il a proposé ce dispositif gratuitement pour les personnes défigurées. euh, et il a réussi à vendre ce projet de reportage à France 2, même s'il y a eu beaucoup de choses, enfin, de difficultés avant de l'imposer. Alors, je vous montre juste quelques visuels pour terminer, pour conclure, de ce qu'on a pu mettre en œuvre sur la revue en termes d'artistisation, justement, d'esthétisation des marques corporelles et des minorités. Donc là, vous voyez des camouflages de cicatrices, des dorures de cicatrices, des analyses aussi des défigurations, hein, dans les films ou dans les dessins animés, ou la mise en valeur, entre guillemets, d'œuvres sur la peau, sur les cicatrices, etc., etc. Donc voilà. Donc c'était juste, je voulais terminer là-dessus. Sachez que ça existe, c'est gratuit, c'est revu, donc vous pouvez largement en profiter et en bénéficier. Voilà, merci.